Bonsoir à tous, je suis Alexia et je suis infirmière puéricultrice. Modilac m'a invitée ce soir pour donc parler des coliques et je vais attendre nos différents invités de ce soir. Donc Monroucou va nous rejoindre avec Daniela Martins qui est maman, qui va nous parler donc de son expérience avec ses enfants autour des coliques. Et puis on recevra aussi Benjamin, expert du biberon français, qui nous parlera notamment de l'aspect du biberon qui a un impact sur les coliques. Bonsoir à tous, je crois que Daniela m'a fait une demande, donc elle va nous rejoindre. Alors, ça charge. Coucou tout le monde. Ça Salut va? Daniela. Ouais, et toi? Ouais, super. On est pile à l'heure. Bah oui, on a pu. Je crois que Benjamin nous rejoint directement, c'est ça? Ou il aura. Je pense qu'il nous rejoint un petit peu plus tard. Il est déjà là. Il t'a envoyé une demande ou pas? Pas encore. Donc, pour la petite info, Benjamin donc devait. C'est une des premières fois pour lui, donc peut-être qu'il aura des Un petit petits peu de mal à soucis se connecter. Ouais. Bah, on va commencer par se présenter. Tu veux commencer, Daniela, peut-être? Oui, carrément. Alors déjà, est-ce que tout le monde nous entend bien? Mais je pense qu'il n'y a pas il y a pas de raison. Moi, je capte bien, je t'entends bien, je te vois bien. Alors moi, je m'appelle Daniela Martins. Je suis une maman. Tout d'abord, je suis une maman de deux enfants et bientôt le troisième. Là, vous ne le voyez pas. Attendez, je vous montre mon gros bidou. Voilà. Je suis une maman de deux enfants, bientôt trois. Et en fait, pour moi, c'était important de participer à ce live. J'ai accepté avec grand plaisir parce que j'ai galéré avec mes enfants pour les coliques, notamment pour ma première. Et c'est vrai qu'on quand on ne sait pas forcément ce que c'est, surtout quand c'est le premier enfant, on se sent un petit peu délaissé. Ouais. On se sent un peu abandonné face à ses pleurs, face à ses crises, on ne sait pas quoi faire. Et moi, je me suis souvent sentie démunie par tous ces pleurs. Je savais pas quoi faire à part passer des heures à la balader dans tout l'appartement. Et j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça vraiment dur. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez finalement. Ouais. Donc, c'est très cool de faire ce live. Mais voilà, j'ai commencé directement par le vif du sujet. Mais sinon, voilà, je suis une maman influenceuse. On va avoir l'occasion d'en discuter C'est tout ça. au long de ce live et c'est super intéressant que tu puisses apporter ce côté maman pour pouvoir aussi donner la parole à ceux qui nous écrivent. Tu as parlé des pleurs notamment. C'est parfois difficile de pouvoir, et Benjamin nous rejoint, c'est super, de pouvoir les différencier et on va pouvoir faire un petit focus là-dessus. Coucou Benjamin, tu vas bien? Hello. Oui, Salut. super. Chacun chez soi et tous ensemble. C'est rigolo. Ouais, c'est super sympa. Est-ce que tu veux te représenter comme ça au niveau de la communauté Monroucou Ouais. et Modilac, on aura une petite idée de ce que tu es. Eh ben, je suis Benjamin, le concepteur de la marque Le Biberon français, des biberons qui sont fabriqués en France avec plusieurs spécificités techniques. Et bien sûr, un biberon de bonne qualité aujourd'hui, c'est un biberon qui a un système anticolique, d'où la raison de ma petite contribution et participation à ce live. Oui. Et tu es papa également, donc n'hésite pas à interagir avec nous sur aussi ton vécu, parce que je pense qu'aussi cette fameuse technologie a dû te venir avec tes enfants. Et interagir avec mes enfants parce que je suis seul avec eux ce soir. Donc, si de temps en temps, je Non, dois... t'es courageux. Ok. Et pour me Les papas d'aujourd'hui, présenter, c'est ça. ouais. Pour me présenter, donc, je m'appelle Alexia, je suis infirmière puéricultrice et la fondatrice de Parlons Bambin, donc une plateforme d'accompagnement à la parentalité. Et Modilac m'a invitée donc pour le côté un peu plus expertise au niveau des bébés et pour vous accompagner et répondre au mieux à vos questions. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les coliques. Comment les définir? On nous pose souvent la question régurgitation, colique, je ne sais pas trop ce qu'il a. Donc, quelle est la définition des coliques? Les coliques sont propres au nourrisson, les coliques du nourrisson. Donc, pourquoi? Parce que l'enfant, quand il naît, il a une immaturité digestive jusqu'à ses 4 mois environ. Bien sûr, ça dépend des enfants. Un enfant qui est né prématurément aura sûrement un peu plus de coliques à 6 mois parce que voilà, s'il a une prématurité de 2 mois, il faut prendre compte du développement de chaque enfant, bien sûr. Donc voilà, durant les premiers mois de vie, la flore intestinale se met en place, aussi donc le tonus du bébé. Est-ce qu'il faut savoir qu'un bébé, quand il naît, il n'est pas capable de se lever et donc de se dégager au niveau de ses gaz
Peut-être que tu l'as remarqué aussi, Daniela, mais un bébé, quand on le surélève, il a tendance à rôter, à émettre des gaz et ça leur fait du bien. Donc cette position allongée ne facilite pas non plus. Et puis parfois, voilà, il y a le facteur temps qui joue. Comment on différencie les régurgitations des coliques? Donc au niveau des signes, vous pouvez avoir donc les pleurs, l'enfant qui se tortille, qui devient rouge, inconfortable, on ne sait pas trop ce qu'il a. Au moment du biberon, ça apparaît, alors que les régurgitations, vous allez plutôt avoir un inconfort, mais plutôt après le repas. Vous allez sentir, ça y est, votre bébé va se mettre à ravaler, à Alors, devenir rouge, mais plutôt à distance des repas. et on est Même d'accord, si... les coliques, ça peut être toute la journée ou une bonne partie de la journée, sans que ça soit en rapport avec les repas. Ça peut être avant, ça peut être après. C'est ça, en fait, un petit peu la différence, non? Oui, c'est ça. Tu voulais dire les régurgitations? Les régurgitations, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Parce que un enfant qui régurgite, voilà, c'est le contenu de l'estomac qui remonte. C'est normal pour les nouveau-nés aussi. Voilà, il y a un système, voilà, le clapet entre l'œsophage et l'estomac n'est pas encore assez musclé. C'est pareil, l'enfant ne tient pas assis. Il a une alimentation liquide. Donc tous ces facteurs font qu'il peut avoir du hoquet, des régurgitations, parfois un trop plein avec un peu trop de lait et donc ça remonte facilement. Et il y a aussi les problématiques de RGO, mais c'est un autre thème. Mais c'est un peu plus tout au long de la journée. Alors que vraiment les coliques, ça va être au moment du biberon aussi. Pourquoi aussi je voulais ajouter ça? Parce qu'avec la succion donc, est un réflexe archaïque au départ, c'est un réflexe primaire vital pour donc, se nourrir. Et quand l'enfant déglutit, ça active le système digestif et donc le travail des intestins. Et c'est là que toute la machine se met en marche. Ça s'appelle le réflexe gastrocolique. Vous remarquerez peut-être que quand vous nourrissez votre enfant, il a une selle. Et ben, tout se met en marche en fait en même temps. Et donc, c'est pour ça aussi que ça peut être accentué à ce moment-là. Euh, je pourrais aussi rajouter que les coliques peuvent survenir plusieurs semaines après la naissance, parce que parfois on se dit, ah, ben, bébé, il est tout calme, il fait ses nuits, il est gentil, il fait que manger et dormir. Et moi, j'ai eu ça par exemple pour mon deuxième, où, oh là là, c'était le contraire de ma première. Il dormait tout le temps, il mangeait tout le temps. Et il a eu des coliques tardives, donc vers 2 mois, 2 mois et demi, il a commencé à avoir ces fameux pleurs de coliques. Donc c'est ça Ouais. aussi, ne pas s'inquiéter si ça vient un petit peu plus tardivement. Enfin, pas s'inquiéter, tant mieux. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient tranquilles, mais c'est vrai qu'elles peuvent apparaître plus tard. C'est totalement vrai ce que tu dis. Et voilà, donc jusqu'à 4 mois, voilà, les 4 premiers mois sont quand même assez sensibles, les 4 premiers mois de vie. Donc vous pouvez avoir des périodes où votre enfant va être plus inconfortable que d'autres. Il y a des semaines, ça va aller, il y a d'autres jours, ça va pas aller. Et c'est comme ça, en fait, c'est l'immaturité digestive. Alors, je relis un petit peu nos notes. Ouais, Donc on a parlé de la crise des coliques, combien de temps ça peut durer. 4 mois. On avait un témoignage d'une maman qui disait que sa fille de 4 mois se réveillait la nuit et se tordait de douleur. Donc c'était plutôt elle la nuit en pleurant. Et ça s'arrêtait quand elle la portait. Est-ce que c'est bien les coliques ou pourquoi c'est que la nuit? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Donc c'est vrai que la sensation de douleur, vous allez peut-être pouvoir le confirmer, de l'enfant, s'accentue en position allongée souvent. Tout simplement parce que en fait, le portage rassure énormément l'enfant. Ouais. Ça permet qu'il soit en position ventrale sur vous. Et donc la position ventrale du bébé, le bébé sur le ventre contre vous, rassure et permet de se dégager aussi des gaz. Le portage, c'est magique, hein. Le portage, vraiment, c'est. Il n'y avait que ça qui marchait. Je faisais des kilomètres dans l'appartement. Enfin, des kilomètres. Il faisait 50 mètres carrés, hein. Ouais. Mais en portage, des allers-retours. Et c'était la seule chose que je trouvais pour les calmer. Et attendre, comme tu dis, que ça passe, que ces fameux 4 mois, 4 mois passent. Après,
Benjamin, il a peut-être des Ouais. petits conseils aussi, notamment par Non, rapport au non, biberon. c'était marrant parce que ma femme et moi, on disait qu'on était en train de faire des astronautes parce que nos enfants, ils n'ont pas connu la pesanteur presque pendant 2 ans. On les portait, on les portait, on les portait. Mais oui, Et mais donc, ouais, c'est. mais c'est Ah, merveilleux. Alors, on en rigole aujourd'hui, mais effectivement, un bébé qui a besoin d'être consolé, bah, il faut pas hésiter à le prendre dans les bras. Bah, parfois, on est fatigué, parfois, on n'a pas la force. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être deux pour se relayer de temps en temps, mais Ouais. faut pas hésiter à mm, rassurer son enfant. Parfois, simplement un câlin. Je ne parle pas de la ouais. technicité, du fait de la verticalité qui permet à l'enfant peut-être de soulager les gaz, comme tu le disais tout à l'heure, mais Ouais. aussi simplement de prendre son enfant dans les bras et de l'embrasser, de le cajoler. Parfois, ça suffit Ouais. pour passer une petite crise, quoi. Je suis d'accord avec Exactement. toi. Ben, on va pouvoir justement revenir sur les différentes solutions après. Et on a encore une petite question qui vient d'arriver par rapport au fait de reconnaître les coliques. Donc c'est Camille qui nous demande comment reconnaître des pleurs de coliques par rapport aux pleurs de décharge par exemple, ou encore les pleurs car digestion digestive. Bah, faut penser que la digestion difficile, ça peut être lié aux pleurs. Après, voilà, l'enfant aussi a un besoin de s'exprimer. Parfois, c'est lié. Pourquoi c'est lié? Parce que le stress chez l'enfant, donc généré par les pleurs, parce que les pleurs pour lui, c'est un moyen sain de s'exprimer, mais voilà, ça engendre un peu de stress chez lui, fait que le lait va plus facilement fermenter dans les intestins et donc créer plus de gaz. Donc si on veut, parfois pleurs de décharge du soir parce qu'il y a eu une accumulation de stimulation dans la journée, de nouvelles découvertes, on a rencontré des nouvelles personnes, il y a eu beaucoup de visites. C'est pas l'enfant qui se retient de pleurer en fait, mais c'est une accumulation plutôt. On a eu peut-être des phases de sommeil un peu plus compliquées en journée. Donc là, on va avoir un peu plus de stress, peut-être un peu plus de colique parce qu'il y a eu pas mal d'air avalé sur les biberons de la journée. Ou voilà. Et donc, parfois, ça peut être lié, effectivement, pic de colique, crise de pleurs, de décharge, de fin de journée. Mais c'est un peu lié. C'est vrai que parfois, faire la part des choses, c'est compliqué. Et aussi, enfin, moi, j'ai beaucoup fait ça avec ma première parce que bah, j'étais novice. Ouais, Euh, Parfois, ils pleurent, ils ont mal, ils ont mal au ventre et on a tendance à leur redonner à manger parce qu'on se dit ils ont encore faim. ouais, c'est Et l'alarme. Il pleure, il a faim. C'est c'est ça? ça, on se dit il Ouais. pleure, il a faim. Et en fait, je trouve qu'après, ça peut faire un cercle vicieux, un genre de cercle vicieux où il mange, il est trop plein, il a à nouveau mal au ventre, il pleure, on lui donne à manger. Et en fait, c'est vraiment l'erreur que j'avais fait avec ma première et je me rendais compte qu'au final, c'était pas une solution de lui redonner à manger alors que je lui avais donné à manger 1 heure avant. Mais je Ouais. pense qu'on le Bah, fait beaucoup. la meilleure astuce que je peux donner aux parents pour ça, c'est vraiment, bah, au départ, on teste, hein, on ne connaît pas notre enfant. Mm. Voilà, il vient d'arriver, il pleure, c'est son principal moyen d'expression. Après, les semaines vont arriver, il va devenir, voilà, il y aura des signes, il va se frotter le visage, il va devenir un peu plus rouge. Là, on saura distinguer un petit peu son inconfort par rapport à un autre. Donc voilà, les semaines vont faire qu'ils vont apprendre aussi, comme toi tu l'as fait, finalement à dire en fait c'est pas forcément la bonne solution C'est de lui ça. redonner un complément de lait, mais c'est aussi dès en cas de doute se tourner vers soit votre médecin, bien noter vos questions quand vous allez chez le pédiatre, mais parfois le pédiatre tous les mois ça fait long. Donc c'est essayer d'aller voir une personne ressource en ville comme les infirmières puéricultrices, la sage-femme qui est là les premières semaines de vie avec vous. Donc voilà, il faut vraiment pouvoir avoir des personnes ressources auprès de vous. La PMI, on n'y Ouais, pense pas forcément, mais vous avez tous une PMI qui accueillera bébé avec grand plaisir. Donc renseignez-vous, c'est super. ouais, La PMI, c'est vraiment super pour vous rassurer. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des péricultrices au téléphone uniquement pour me rassurer. Et ouais. ça aussi, c'est le genre de choses qui fait du bien d'avoir quelqu'un qui vous rassure, qui voit un bébé, donc renseignez-vous auprès de votre PMI. Et oui, et franchement, bah, moi, je prône que ça parce que c'est aussi mon métier et je pourrais très bien exercer en PMI en ce moment. Donc, Mm. c'est pas mon choix, mais effectivement, elle se déplace même à domicile dans certaines régions. Donc, n'hésitez pas, vous prenez votre carnet de santé, la première page, Mm. et vous avez les PMI de votre secteur avec les numéros de téléphone. Donc, n'hésitez vraiment pas. Si on passait aux solutions maintenant, alors, comment on peut limiter les coliques. Est-ce que Daniela, tu as un tips? Je crois que tu nous avais parlé de l'eau en off.
Euh, Alors, moi, ce soir, je représente mon Roku avec grand plaisir parce que c'est une ouais, eau que je bois au quotidien, étant donné qu'elle est peu minéralisée et puis que je suis enceinte là de mon troisième. J'ai beaucoup de mal avec l'eau riche en minéraux et là, c'est peu minéralisé et ça passe crème. C'est l'une des seules eaux que j'arrive à boire au quotidien. Et pour bébé, c'est un petit peu pareil. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, les eaux trop riches en minéraux pour les bébés peuvent venir justement dérégler leur système digestif. Donc en fait, l'idéal, c'est d'avoir une eau peu minéralisée. Par exemple, Moruku qui est parfaitement adapté et peu minéralisé justement. Donc déjà, bien choisir l'eau. Ne pas hésiter à changer. On peut aussi changer d'eau si on voit qu'on a essayé plusieurs choses et que la seule chose qu'on n'a pas changé, c'est l'eau, ça peut ne pas le convenir. Mais voilà, voilà en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, je crois que les laits sont déjà, eux, riches en minéraux. Donc, si on en rajoute en plus de ça une eau riche en minéraux, ça va faire trop et du coup, on peut dérégulariser un petit peu le système digestif du bébé. Aussi, ce que je ne savais pas, c'est que le bébé perd plus d'eau que les adultes. ouais. Je ne savais pas. Alors qu'il Alors, fait rien à part dormir et manger, mais il perd plus d'eau que nous. en fait, la réponse que je peux te donner à ça, c'est qu'en fait, les enfants sont plus composés d'eau en pourcentage par rapport à leur corps que nous, adultes. C'est pour ça qu'ils se déshydratent beaucoup plus vite que nous. Dès qu'ils ont un petit peu chaud, dès qu'ils ont de la fièvre, dès qu'ils ont un peu plus de diarrhée, de sel liquide, il va falloir faire attention à ce qu'ils Oui. s'alimentent toujours bien et qu'ils prennent bien le lait et l'eau, donc, ou le sein pour bien s'hydrater. Et après, il y a pas de souci. Tant qu'un enfant, même qui a de la fièvre, voilà, on donne du paracétamol. Moins de 3 mois de la fièvre, c'est quand même une urgence, donc il faut aller consulter rapidement, soit dans la journée, soit aux urgences, si Oui. vous n'avez pas de nouveau de médecin. Après 3 mois, on est un peu rodé, ça y est, il y a les premières poussées dentaires, tout ça. Donc on n'hésite pas à donner paracétamol si votre enfant s'agite et a vraiment chaud, le découvrir, et bien s'assurer qu'il prenne bien ses biberons. S'il continue de bien prendre ses biberons, c'est OK. Par Bon, contre, s'il y a une difficulté à ce niveau-là, il faut vraiment consulter parce que là, l'enfant risque de se déshydrater, effectivement. et alors évidemment, c'est pas valable pour les bébés allaités parce qu'en général, un bébé allaité, surtout les premiers mois, il n'a pas besoin d'eau en complément parce que bah, le lait maternel, il est déjà constitué, je crois, à 85% d'eau. Euh, donc en général, un bébé allaité n'a pas besoin d'eau supplémentaire, En fait, mais mm, c'est surtout pour les bébés qui prennent non, du en lait. fait, ouais. Pourquoi on dit ça? C'est surtout qu'en fait, un bébé qui prend un biberon va avoir tendance à plus espacer ses repas. Mm. Tu pourras me le confirmer, Benjamin, toi qui a sûrement donné le biberon. Voilà, à partir de, comme on dit, pas avant 6 mois, voilà, un bébé à 4 mois qui est nourri au biberon, il espace quand même beaucoup ses biberons. Il a 4 repas par jour, enfin voilà, 2 la nuit parfois. Et parfois, un bébé allaité, il tète souvent à la demande. Quand il Mm. n'est pas séparé de sa maman en journée, il tète quand même régulièrement à la demande, donc il a accès au sein. Mais par contre, en cas de forte chaleur, même chez les bébés allaités, on va Je recommander suis de d'accord. compléter avec un Oui, peu d'eau. oui. Ou que la maman s'hydrate beaucoup. Mais oui, c'est Mais sinon, exactement ça. moi, je suis d'accord avec toi. Par exemple, j'ai connu la canicule avec Valentin qui avait 4 mois, 4 5 mois. Il était allaité et je complémentais avec un petit peu d'eau Ouais. Hmm. parce que j'avais pas envie de l'avoir au sein toute la journée parce que sinon, c'était ça. Forcément, comme tu dis, il a Ouais. chaud, il se déshydrate vite, il veut venir au sein. Donc, je complétais avec de l'eau et Hmm. ça passe très bien. Mais après, ça, c'est un choix Ouais. personnel. Et Et du coup, Benjamin, du deuxième. coup, toi. Oui, alors moi, évidemment, je n'ai pu donner que le biberon et j'ai beaucoup donné à mes enfants le biberon. Ma femme, elle avait essayé de l'allaitement et puis ça n'avait pas trop collé pour elle. Et puis je crois qu'elle n'en avait pas vraiment envie non plus. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à deux à donner le biberon à nos enfants. Et c'est vrai Ouais. que, contrairement à la maman allaitante exclusivement, eh ben, le biberon, en général, on essaye un peu de le cadencer. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'avec son premier enfant, on ne sait pas trop comment faire. Et Ouais. effectivement, on a commis la même erreur de donner systématiquement le biberon, parce que pleurs égale faim, peut-être qu'il a besoin. C'est Et ça. puis surtout, le réflexe de succion semble calmer pendant un temps. Donc effectivement, on est un peu leurré par le fait qu'au début, ça semble apaiser. Oui. Mais comme disait Daniela, après, on rentre dans un cercle vicieux où si l'enfant est
est accommodé, bah, il le sera encore accommodé davantage, etc. Mm. Heureusement, on avait un magnifique pédiatre qui a été non seulement pédiatre, mais aussi psychologue et qui a repéré chez ma femme et moi des stress de jeunes parents et qui nous a vachement rassurés. Et puis, du coup, tout est rentré Ouais. dans l'ordre. D'ailleurs, j'aimerais dire qu'à part quelques cas peut-être particuliers, en général, ces choses-là finissent par entrer dans l'ordre. Donc, jeunes parents que j'étais moi à l'époque, et vous aussi certainement, avez vécu cette période où chaque chose prend beaucoup d'ampleur. Il faut apprendre à être keep cool, se détendre un peu, se faire conseiller, parce que parfois tout seul on fait mal et on ne sait pas, alors qu'évidemment on apprend à marcher en marchant. Ouais. Et parfois il y a des gens, et vous les avez cités tout à l'heure, pour nous aider, pour accompagner et trouver les bonnes solutions. Ouais. Ouais. Et dans l'une des solutions, d'ailleurs, on a parlé donc du changement d'eau qui peut être ou une eau peu minéralisée. De toute façon, ce sera toujours une eau peu minéralisée pour l'enfant, que ce soit pour sa flore digestive intestinale, mais aussi pour ses reins. C'est très important de donner peu de minéraux. C'est ça. Et ensuite, si vous sentez que voilà, votre bébé, malgré le changement, peut-être un biberon adapté, tu veux peut-être en parler, Nico, Benjamin, du biberon et de Alors c'est l'importance? pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Bon, là j'en ai trois, donc on va quand même en prendre qu'un seul pour expliquer comment est-ce que le biberon peut participer ou pas à générer des gènes, alors que ce soit du reflux ou des coliques. Ça peut être un tout petit peu les deux. Alors, en réalité, ce qui gêne le plus, ce que peut induire un biberon, c'est la prise d'air en réalité. Et ça peut paraître un peu paradoxal parce que de l'air, il n'y en a pas beaucoup dans le biberon. Contrairement au sein maternel, qui est très bien fait, il faut dire que la nature fait très très bien les choses, l'enfant peut boire continuellement avec à peu près la même intensité. Lorsque l'on boit dans un biberon, supposons qu'il n'y ait pas de système anticolique à l'intérieur, et que le bébé se met à boire et à vider le biberon, plus il va le boire, plus il va générer du vide au fond du biberon. Et ce vide-là, c'est comme une seringue que l'on bouche et sur laquelle on essaie de tirer, ça devient de plus en plus difficile. Et donc pour l'enfant, ça sera difficile et donc il va forcément s'arrêter un moment et reprendre des grandes bouffées d'air. Donc c'est une sorte de… Alors c'est pas aussi spectaculaire que ça, mais en effet, le bébé va prendre de l'air et va se remettre à boire au biberon. Et donc, la prise d'air entre deux prises de lait va s'enfermer dans son petit système digestif. Et ça, évidemment, ça va beaucoup l'incommoder. Donc, un système anticolique, en réalité, c'est un mot pour dire un système qui permet de ramener de l'air dans le biberon pendant que le bébé est en train de boire. Donc, c'est assez paradoxal et contre-intuitif. On dit de l'air dans le biberon, mais du coup, il avale. Non, c'est le fait qu'il y ait de l'air dans le fond du biberon pendant que le bébé boit qui permet au bébé de boire sans trop d'efforts particuliers et de boire de façon continue, un peu comme il le ferait avec le sein maternel. Et puis, il y a un autre sujet qui est aussi le débit. C'est pour ça qu'en fonction de l'âge de l'enfant, il y a des tétines avec différents débits. Nous, au biberon français, on a fait le choix d'avoir une tétine avec 3 débits différents, ce qui permet, c'est un système assez connu en France, c'est-à-dire qu'il y a une seule tétine avec 3 vitesses, donc il y a un débit qui est lent, un débit un peu plus rapide et encore plus rapide. Et ça permet 2 choses. Ça permet d'aller un peu plus vite chez un bébé qui a du mal à téter, et au contraire, d'aller un peu plus doucement chez un glouton qui va un peu trop vite, parce que vous le disiez au début, si un bébé avale trop de lait trop rapidement, il aura du mal à le digérer et il y a des risques à ce moment-là qu'il vomisse un tout petit peu. Donc, il y a 2 sujets essentiels dans un biberon. C'est un système anticolique performant qui permet de faire entrer de l'air dans le biberon pendant que le bébé boit. Et ça aussi, c'est un peu spécial parce que faire entrer de l'air dans le biberon, ça veut dire un trou. Et un trou, ça peut faire en sorte que le biberon, il fuit. Et ben, c'est toute la technicité d'un système anticolique. Ça permet de faire rentrer de l'air à l'intérieur et que le bébé puisse boire sans avaler l'air qu'il y a dans le biberon. Et deuxièmement, le sujet du débit que vous proposez à votre enfant est important, surtout dans les premiers mois. Des enfants qui sont plus grands, ce n'est pas grave s'ils prennent un peu vite ou doucement, mais jusqu'à 6 mois, attention, si on va trop vite ou si on va trop doucement, et ben dans un cas, ça peut le gêner et dans l'autre, ça peut générer du reflux. Benjamin, je vois une question qui est très intéressante. Il y a quelqu'un qui a dit c'est pour cela qu'on doit observer les petites bulles d'air lors de la succion. Exactement. Les petites bulles d'air qui rentrent à l'intérieur, avec ce petit bruit en plus assez significatif, ça indique que ça y est, le système s'est enclenché et il y a de l'air qui rentre à l'intérieur du biberon. Chez nous, le système anticolique, il se trouve dans la tétine, dans la valve. Il y en a d'autres qui le mettent dans le cul du biberon. Il y a différents types de systèmes et un système performant doit permettre de faire entrer rapidement de l'air dans le biberon. Sinon, il y a un risque que la tétine s'écrase, qu'elle s'enfonce et que ça devienne difficile pour le bébé. J'aimerais évoquer avec vous autre chose qui n'est pas documentée. Donc là, je ne parle pas d'un point de vue scientifique, mais plutôt d'un point de vue intuitif. C'est que il faut que le biberon il soit inerte. Je m'explique. 95% des biberons qui sont vendus dans le monde et aussi dans le marché français, ils sont faits en polypropylène.
C'est une matière un peu laiteuse qui ressemble un peu à du plastique. Et cette matière, elle lâche des microparticules plastiques à l'intérieur du lait de bébé. On ne connaît pas la résultante de ça. On ne sait pas. On sait, on les recueille dans les selles d'ailleurs de bébé. Donc aujourd'hui, il y a des études qui disent que dans les selles de bébé, il y a énormément de microparticules plastiques. Donc on ne sait pas quel est l'effet que ça a, mais en tout cas, on sait que ça a aussi un peu d'odeur. C'est pour ça que les biberons finissent par sentir un peu mauvais, que les gourdes en plastique sentent un peu mauvais. Et peut-être, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas documenté, le fait que le bébé se retrouve à utiliser un contenant qui a une odeur, c'est peut-être pas très, très agréable et difficile. C'est peut-être quelque chose qui peut rajouter une difficulté pour lui. Bah, évidemment, là, je parle de nos biberons à nous. Ils sont faits dans une matière en polyester qui est totalement inerte, qui ne lâche ni l'odeur ni la couleur des aliments. Je profite de ça parce que c'est un peu un sujet un peu connexe. Si on regarde des biberons en polypropylène, ce que l'on voit au microscope, c'est ça. C'est des centaines de millions de microparticules à l'intérieur du lait de bébé. Donc, si je pouvais donner un conseil, c'est d'éviter le plus possible les biberons en polypropylène. Bon, bah, on note les tips. C'est super intéressant. Très bonne démonstration. Et oui, l'importance donc de favoriser la prise de lait par le bébé et limiter les efforts, en fait, que son alimentation soit la plus physiologique possible aussi. On peut aussi jouer sur la position de l'enfant au niveau du biberon. Un enfant arrivera mieux à gérer aussi le débit du lait, donc c'est-à-dire soit contrôler sa succion déglutition si on lui présente en face de sa bouche que parfois on a tendance adulte à proposer et l'enfant est en dessous le biberon. C'est-à-dire que l'enfant là il est complètement impuissant et en fait parfois même quand on tourne le biberon ça vient tout seul le lait et donc il ne fait pas forcément l'effort avec sa mâchoire pour déglutir et gérer sa déglutition et un peu aussi gérer l'air qu'il ingère parce qu'il gère mieux comme au sein, comme tu l'as très bien expliqué aussi, Benjamin. Donc, si on peut aussi juste ajuster un petit peu la position de bébé, il ne tient pas assis seul, mais on soutient son dos. Il sait tenir plus soulevé, c'est ça? Plus soulevé, en fait, plutôt qu'allongé? Exactement, pour que son visage soit en face le biberon. Et non pas comme ça en dessous. Voilà, j'ai pas de poupon avec moi aujourd'hui, mais voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et en tout cas aussi, c'est pareil, comme quand on présente le sein, plutôt que d'enfourner le biberon dans la bouche du bébé, bon, c'est un peu violent comment je le décris, mais voilà, c'est un réflexe qu'on a, nous adultes. Je me revois avant de donner des biberons comme ça. C'est mieux d'attendre qu'il y ait un peu le eye contact, vous voyez, et de titiller les points cardinaux, exactement, titiller les points cardinaux. C'est ça qui appelle le bébé à manger. Ça appelle le réflexe de succion, de nutrition, et donc il va ouvrir en grand. En fait, ça permet à l'enfant de lui donner le réflexe d'ouvrir en grand la bouche, placer correctement sa langue sous la tétine, et donc prendre correctement le biberon, pareil. Et après, on y va tranquillement avec le bon débit, la bonne tétine. Aussi, on entend souvent parler de probiotiques qu'on peut éventuellement ajouter à son alimentation. Quels sont les conseils par rapport à ça? Du coup, moi, j'en ai jamais donné, mais j'en ai beaucoup entendu parler de ces fameux probiotiques. Alors, bien sûr, on allait y venir. Donc là, on a plutôt vu le côté mécanique. Donc, comment, avec une valve anticolique, la position, on peut aider le bébé. Comment, avec l'eau, on peut l'aider. Mais on peut aussi l'aider avec les probiotiques. Les probiotiques, ça aide, c'est des matières vivantes, organismes vivants, mais qui aident la flore intestinale du bébé, qui est immature, on le rappelle, à la naissance. L'avantage des probiotiques, c'est de développer donc, la flore intestinale. Il y a certains laits qui en sont dotés, enrichis, et ils existent également seuls. Je crois qu'aussi, il existe des laits comme la gamme Modilac anticolique. Là aussi, ça peut être pas mal quand on a essayé le changement d'eau, la valve anticolique, la bonne position, essayer de se dire, ok, les pleurs, je gère entre l'alimentation, là j'ai regardé l'heure, je trouve que ça fait quand même 2 heures qu'il a mangé, je vais peut-être pas lui proposer tout de suite un biberon, j'essaye de le calmer. Bon, pourquoi pas, vous savez que les laits anticoliques existent, donc pourquoi pas en parler à la PMI, avec votre médecin, repeser votre enfant, parce les coliques, ça peut être un autre signe aussi d'autres pathologies, donc faire un point et voir si un changement de lait peut être effectivement bénéfique, et donc d'avoir un suivi avec la personne ressource que vous avez,
même si le lait anticolique se trouve en pharmacie sans ordonnance. Vous pouvez l'acheter de vous-même, mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir le suivi avec les personnes qui ont la référence de votre bébé, qui connaissent sa croissance, vos difficultés déjà, et ce que vous avez déjà mis en place. Voilà. Et pour revenir aux probiotiques, c'est encore mieux chez les enfants qui sont nés par césarienne. Pourquoi? Parce que les enfants qui naissent par césarienne ne bénéficient pas de la descente dans les voies donc, féminines, dans le vagin clairement. Un enfant qui naît par voie basse ingère tout ce qui est la glaire cervicale et ça c'est très riche en probiotiques. Les intestins du bébé à sa naissance, ils sont stériles avant ce passage-là en fait. Dans le ventre, ils sont stériles. Donc il n'y a pas de bactéries. Mais dès qu'il passe ce passage-là, hop, ça permet de faire d'abord commencer une première flore. Ensuite, vous avez le lait maternel ou le lait infantile donc qui participe au développement de la flore. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de oligosaccharides qui sont rajoutés dans le lait, tout ça, qui permet donc à l'enfant de développer sa flore intestinale. Donc les probiotiques chez les enfants qui sont nés par césarienne, c'est bien d'y penser, d'aller vous renseigner en pharmacie. C'est souvent sous forme de gouttes qu'on en donne. Comme la vitamine D. La vitamine D, c'est sous forme de gouttes aussi. Bah, c'est le même format. Peu importe l'âge, on peut commencer dès le début en fait. Dès qu'on sent que le bébé peut souffrir de colique, on peut commencer directement avec les probiotiques. Exactement. Et aussi, dis-moi si je me trompe, on peut avoir un lait enrichi en probiotiques, donc anticolique, et complété avec des probiotiques à côté. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on peut donner les deux ou vaut mieux commencer par l'un ou l'autre? Alors, on peut donner les deux simultanément parce que de toute façon, ça n'aura pas un effet comme ça magique. Il faut que la flore s'installe. Ça va renforcer, si on veut. Donc, voilà, c'est plutôt sur la durée. C'est des cures. Comme nous, on ferait une cure. Voilà. Moi, ça m'arrive. Parfois, je prends des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est très agressif pour les flores et le système immunitaire. Donc, c'est toujours bien de refaire des probiotiques derrière. Parce que la flore intestinale est très importante dans le système immunitaire aussi. Ouais. Donc, voilà. Et après, vous avez plusieurs gammes selon l'âge. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller en pharmacie pour vous renseigner auprès d'un pharmacien, etc. Ouais. J'ai une petite question que l'on nous pose de temps en temps à nous, fabricants de biberons, mais on n'a pas la réponse. C'est la température. Est-ce que vous conseillez de donner à température ambiante? Est-ce qu'il faut chauffer? Est-ce que c'est juste une question de plaisir pour l'enfant et aussi un peu de servitude pour les parents? Ou est-ce que ça aurait un impact ou pas sur la digestion? Alors, scientifiquement, j'ai pas de données. Après, au feeling, comme tu dis, et à l'observation par rapport aux enfants, à 37 degrés, c'est le plus physiologique qu'on peut donner à l'enfant. Voilà, il faut se dire que l'enfant nouveau-né est un mammifère. Il est fait pour être allaité au sein maternel. Malheureusement ou heureusement, parfois, les parents choisissent de donner le biberon. Et voilà, c'est un choix. On l'assume, on y vient. Et c'est comme ça. Et donc, c'est mieux de pouvoir proposer un lait chauffé à 37, voilà, comme si c'était le lait maternel, parce qu'on se dit peut-être que du lait à température ambiante, donc qui paraît froid par rapport au contenu de l'estomac qui est à 37 degrés, il va avoir ce petit choc thermique où ça peut créer une petite stase, un inconfort également. Donc peut-être que ce serait plus digeste. Après, des enfants acceptent très bien aussi le lait à température ambiante. C'est ce que j'allais dire. Le lait peut se consommer à température ambiante, tout à fait. Hein. Moi, j'ai donné des biberons de lait infantile à Eléa quand j'étais pas là, par exemple. Oui. Ça m'est arrivé de faire, de donner des biberons et malgré qu'elle soit allaitée, donc elle connaissait le lait maternel, la chaleur du lait maternel, et pourtant elle prenait très bien les laits infantiles non chauffés. Donc en fait, je prenais l'eau de la bouteille qui n'est pas chauffée. Je ne sais pas quel est le degré de cette eau-là, mais bon, il faisait température ambiante, quoi. Ça doit être quoi, 35 degrés, 34, pas loin non plus. Je dirais même une vingtaine de degrés, tu vois, nous, quand on est voilà, la température ambiante. Et ben elle le prenait très bien. Elle le prenait très bien. Donc, tu vois, elle ne faisait pas de différence entre le lait maternel et le lait infantile par rapport à la chaleur. Donc, je pense que peut-être commencer par la température ambiante et voir comment l'enfant réagit. Parce que parfois, je trouve qu'en termes de pratique, c'est plus pratique de ne pas avoir à chauffer l'eau, même si tu es dehors ou si tu vas quelque part. Tu n'as pas forcément toujours sur toi un chauffe-biberon ou un micro-ondes. C'est sûr. Donc peut-être commencer par essayer ça.
Oui. Alors, juste un petit commentaire, parce qu'on parle des micro-ondes. C'est un petit commentaire rapide. Il faut bien qu'il Ouais. serve un peu à quelque chose. C'est qu'il faut absolument bien remuer une fois que l'on a chauffé un produit au micro-ondes et attendre quelques secondes aussi parce que les molécules elles continuent de tourner une fois même qu'elles sont sorties du four à micro-ondes. Ouais. Et bien remuer parce que la chaleur n'est pas uniforme. Et évidemment, si on utilise un biberon, le sein n'est pas ça au micro-ondes. Hein. Si on utilise un biberon, bien sûr, tester et vérifier que c'est pas chaud. Mais bien C'est ça. secouer parce que ça peut être froid en haut et on a l'impression que tout va bien. Et puis ensuite, on propose à bébé Et et c'est bouillant. ça Ouais. peut être bouillant à d'autres endroits. Ouais. Donc, micro-ondes, OK, c'est facile, ça facilite la vie de tout le monde. Bien remuer, attendre un tout petit peu, Ouais. toucher avant de servir. Ça peut paraître Parfait. banal, mais quand on Non, mais utilise, oui, c'est c'est bien. Non, clair. mais très bonne Ouais, réaction et oui. c'est important. Ça prévient aussi énormément de brûlures, hein. C'est quelque chose que j'ai pu voir dans ma pratique professionnelle avec des biberons chauffés au micro-ondes. C'est vrai que bah, le Mm. contenant est souvent tiède. Donc on se dit ok, c'est bon. Et en fait, Ouais. le contenu est souvent chaud ou pas uniforme. La chaleur n'est pas uniforme. Bon, alors je relis un petit peu les points qu'on s'était mis. Et surtout, tout à l'heure, Benjamin, il a dit quelque chose de très, très, très intéressant et je pense que c'est le plus important à retenir, c'est que de toute façon, tout finit par passer. Ça finit Ouais. par passer. Les coliques finissent par passer et un jour, ça sera derrière vous, promis. Donc, faites les 100 pas dans l'appartement, dans la maison, mais un jour, ça va passer. C'est pas éternel. Et au bout de plusieurs semaines, ça finit par s'estomper, même si c'est dur au début, on a l'impression qu'on s'en sort jamais. Promis, ça finit par passer. Et ça, c'est vraiment le plus important qu'il faut avoir en tête quand on est à bout de nerfs. Ouais. Moi, je me disais souvent en boucle, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Oui, c'est sûr. Et puis, a priori, les coliques ne sont pas une maladie. Mais si votre enfant, voilà, il y a aussi ce... Parfois, avec le corps médical, il y a souvent, bon, c'est normal, ça va passer. Bon, ça passe, mais un enfant qui s'alimente, qui ne prend pas assez de poids, D'accord. les repas sont quand même compliqués. Après, niveau psychologique, les parents, ça devient compliqué. Il faut vraiment Oui, consulter parce qu'il peut aussi avoir des autre chose soucis derrière. derrière. Voilà, donc parfois on ne veut pas inquiéter les parents, mais et puis il faut voilà, dire tout ça parce que c'est vraiment important. Les coliques ne sont pas une pathologie, mais par contre ça peut être un petit Quelque chose. symptôme, mais ça c'est sur le long terme et d'où l'importance d'avoir des personnes ressources comme au moins un pont. La PMI c'est vraiment le pont entre la visite Oui. mensuelle du pédiatre et les urgences, quoi, si on veut faire court. Donc voilà, Bon. vraiment Sans trop, entourez-vous. sans trop sortir du sujet, la PMI peut aussi vous proposer, par exemple, des psychologues euh, qui peuvent venir vous aider énormément parce qu'au début, on peut, bon, c'est encore un autre sujet, la dépression postpartum, etc. Mais C'est voilà, la lié PMI peut enfin, aussi, la péricultrice peut vous aider au niveau psychologique aussi, puisqu'elle va pouvoir vous appeler, voir ensemble ce qui va pas, mais ils peuvent aussi vous proposer des services de psychologie, mais ça, c'est encore autre chose. Mais surtout pas hésiter. non, Oui, mais ouais, alors je me permets de rebondir parce que nous, en tout cas avec mon premier fils et même avec le deuxième d'ailleurs, je suis pas rentré dans un rêve pendant un an. Hein. C'est-à-dire qu'à peine on rentrait dans le début d'une histoire d'un rêve, on se réveillait parce que ça pleurait, etc. Donc, euh, ouais, il faut accepter de se faire aider. On peut pas toujours tout faire tout seul. Et parfois, une bonne nuit de sommeil permet franchement après d'être super battant pendant 10 jours. Donc, Exactement. alterner de temps en temps, il y en a un qui dort dans le salon, l'autre qui dort ailleurs. Enfin, j'en sais rien. Se C'est faire ça. un peu aider, accompagner, ça peut vraiment aider pour retrouver la force, être plus positif, moins stressé, etc. Et ensuite, moi, j'avais des enfants qui hurlaient d'une intensité qui était inouïe. Et ben, ouais, moi, j'avais des sirènes d'alarme. Je C'était connais terrible. Et puis, ça. dans la nuit, dans le silence, t'entends que ça, et puis ça bah fait oui, briller les tympans, c'est et démultiplié. c'est démultiplié. Et ben à un moment, alors je sais peut-être qu'il y en a qui vont hurler, ben on s'est mis des tout petits bouchons, c'est-à-dire qu'on entendait quand même tout, mais moins. Et donc du Ouais, coup, on vit les choses, on les entend. Le but, c'est pas de rien entendre, mais d'avoir l'information, mais d'être moins en panique et en stress. Et étonnamment, on entendait ça un peu moins fort, on est plus cool, on est plus décontracté, même sa réaction vis-à-vis de bébé était plus rassurante. Alors, bon, ouais, on se bouge pas les oreilles pour pas entendre bébé, hein, ne me comprenez pas mal. C'est juste pour le vivre d'une façon un peu plus détendue et tout ça finit par être un rigolo souvenir parce que vous voyez, Ouais. aujourd'hui, mes enfants, ils se portent très bien. Non, Nous, mais on a vécu une expérience un peu particulière, c'est on a un enfant qui a, je me souviens plus de ce qu'il a fait, c'était un syndrome, je sais plus, il avait plein de petits boutons blancs sur la langue, etc. On a dû pied, faire main, un bouche. breast test, voilà, pied, main, bouche, et on a dû mm, faire un breast test que le pédiatre a prescrit, et ça nous a tout de suite tout réglé parce qu'on avait compris ce qu'il y avait. Donc oui, parfois seul, on peut pas faire, donc il faut ouais, aller trouver son pédiatre, mais même tous ces trucs-là, ils finissent
dans la majorité des cas, par trouver une solution, quoi. Ouais. Non, c'est le plus important. En tout cas, on a de très bons retours sur ce live. C'est super sympa. J'essaye de redéfiler. Si Concernant vous avez la des meilleure questions, eau, n'hésitez pas, du coup. il y avait une question, quelle est la meilleure eau pour son bébé? Alors, on a dit un petit peu les critères. C'est un petit peu comme l'eau. Moroku, on a parlé déjà. Daniela, c'est l'eau qui est Peu très peu minéralisé. minéralisée. Chez les enfants de moins de 4 mois, on préfère quand même l'eau en bouteille. Ça permet d'avoir un dosage en Parfait. minéraux, en voilà, fiable. Vous donnez tout le temps la même chose, donc dans la régularité, voilà, ça permet d'apaiser. L'eau du robinet, on n'est jamais sûr. En Faut fait, éviter. au-delà, ça va, c'est OK. Le système immunitaire de l'enfant, voilà, se développe. Si vous allez sur le site de votre mairie et que la compagnie des eaux dit c'est OK pour prendre au robinet, c'est possible. Attention aussi aux maisons de moins avec la plomberie pour les maisons de moins de 1960, il me semble, par rapport au saturnisme, parce qu'il y a du plomb dans les robinetteries. Donc là aussi, on fait attention. Sur des Mais endroits. voilà, on préfère quand même l'eau en bouteille chez les enfants, en plus, qui ont tendance à avoir des coliques. Moroku, ils font des toutes petites bouteilles comme ça et je trouve ça super pratique à emporter avec soi. Et parfois, c'est pile ce qu'il faut pour le biberon. Ils font Ouais. des toutes petites bouteilles. Ça, c'est super pratique. Et d'ailleurs, moi j'adore l'eau Morocco pour moi, hein. Je trouve que Ah c'est ouais, bon au je goût, quoi. C'est une J'adore, bonne c'est hyper bon, hein. enceinte, c'est génial. Très peu minéralisé, ça me fait penser à l'eau portugaise Luso. Bon, bref, c'était. Ah, je la connais pas. Voilà, c'est une quasiment bonne la même petite chose. dédicace. On avait une question. Est-ce que certains bébés prenant le biberon sont plus ou moins touchés par les coliques? Alors, c'est aussi individu dépendant. Voilà, il y a des enfants, on a parlé un petit peu les enfants qui sont nés par césarienne, qui vont peut-être avoir un peu plus de difficultés. Les enfants aussi qui sont nés prématurément ou alors qui ont eu un ictère. Vous savez, la jaunisse à la naissance, qu'on fait un petit peu les lumières bleues là. Là, tout ça, ça peut être un peu compliqué sur le plan digestif. Puis après, il y a des bébés. L'accouchement s'est bien passé, voix basse, nickel, poids de naissance, bon poids. Et puis en fait, il a eu le colostrum, mais on est passé au biberon. Et ben en fait, il y aura quand même des coliques. C'est aussi assez enfant dépendant. Peut-être avoir en tête aussi si dans votre famille il y a des terrains un peu allergiques, tout ça, à l'avoir en tête quand même. Parce que ça peut être un suivi pour une intolérance, mais de toute façon, ça on voit dans les semaines, hein. Il faut des semaines pour pouvoir essayer un changement de lait avec le pédiatre, voir la prise de poids, voir s'il y a de l'eczéma, d'autres choses. Donc on ne Mais peut pas tout faire immédiatement. moi, j'avais des enfants à allaiter qui avaient quand même des coliques. Ma Ouais. première, plus que mon deuxième, pourtant elle est née à terme à 41 semaines. Ouais. Le deuxième est né à 39 semaines. Il a eu moins de coliques que sa sœur. Ouais. Tu Mais vois. pourtant, ils étaient allaités. Ils ont quand même eu des coliques. Ouais. Euh, et Léa, la première, ça a duré, c'était long. J'ai trouvé que c'était long, ça durait des semaines et des mois. Ouais, comme tu l'as dit, en fait, ça a commencé dès le début jusqu'à 4-5 mois. Et Valentin, c'était vraiment une période entre 2 mois et demi et 3 mois. Mm. Tu vois, c'était pourtant avant ça allait et après ça allait, mais Ouais. c'était vraiment une courte durée. Et tu sentais que c'était le ventre, il se tordait. Tu vois, il se tordait et puis là, à ce moment-là, effectivement, quand il est allaité, tu peux pas changer d'eau ni de biberon. Bon, bah dans ce cas, tu pourras Bah, t'en alors faire après, patience. moi j'ai eu des retours de mamans allaitantes qui avaient trouvé des tips à elles pour soulager les coliques. Elles ont essayé les tisanes de fenouil. Mm. Le fenouil a des propriétés vraiment Oui. anti-coliques, donc la maman peut en prendre. Oui. Pareil pour les bébés qui sont alimentés au biberon, vous pouvez faire infuser le fenouil. À revoir par contre les posologies à mettre, enfin, c'est-à-dire la quantité de fenouil à infuser. Forcément, une infusion, ça se fait dans l'eau bouillante. Donc, on attend que ça refroidisse. Et c'est possible de, par exemple, remplacer 30 millilitres d'eau pure par 30 millilitres d'eau de fenouil Ah dans oui. son biberon. Voilà, Dans il y a son le... biberon de lait? Dans son Oui, biberon de lait? oui. Oui. Enfin, vous remplacez là, du coup, par exemple, on dit 30 millilitres pour une dose de lait. Bah, sur un biberon de 60, vous allez peut-être mettre juste 30 millilitres d'eau infusée, 30 D'accord. Ok. millilitres d'eau pure, Ok. et puis les deux doses De lait. de Ok. lait. Ça, c'est bon à savoir. Voilà, donc bah écoute, si tu Moi, testes, n'hésite pas à me faire un retour, mais il Ouais. paraît que ça marche plutôt bien. Et puis le régime alimentaire aussi.
En PMI, quand j'étais en stage, une maman dit, bah, je comprends pas, mon bébé, il a plein de gaz. Avant, il n'était pas comme ça. Ok, qu'est-ce que vous avez mangé? Beaucoup de choux. C'est vrai que j'ai mangé un petit peu de choux ce week-end, un peu plus de légumes. Voilà. Essayez vraiment d'avoir une alimentation variée. Et n'hésitez pas à observer selon ce que vous avez mangé, les réactions de votre bébé. Selon les jours, vous faire des petites notes. Ah ok, ça le fait péter. Donc, voilà. La déchaînade chez les sushis, là, parce que les mamans qui ont été privées de sushis pendant une longue période, après, dans les menus chinois, il y a souvent, ou japonais, il y a souvent une salade de choux à l'entrée. La salade de choux, ouais, La salade de choux qui tue. J'aimerais bien répondre à une question qu'on ne m'a pas posée. C'est ouais, quelle vas-y. matière doit être la tétine? Parce qu'en Oui. réalité, aujourd'hui, il y a deux matières. Il y a le silicone et il y a l'EVA, donc le caoutchouc naturel. Et il y a une petite tendance à s'intéresser au caoutchouc parce qu'il a ce côté naturel. Sauf que malheureusement pour lui, d'abord, il dure beaucoup moins longtemps. C'est un produit qui s'abîme plus. Et puis, on a relevé des cas d'allergie de certains enfants à l'EVA, au caoutchouc, que l'on n'a jamais relevé encore pour l'instant sur le silicone. Donc, il y a ce match entre j'achète un produit 100% naturel qui peut être le caoutchouc et l'EVA et le silicone qui, pour l'instant, ne génère pas d'allergie. Et il y a aussi une autre petite difficulté, c'est que tout ce qui est en silicone et encore plus en EVA finit à terme par avoir des micro-fissures. C'est donc une partie que l'on remplace, c'est inconsommable, la tétine. Et les micro-fissures peuvent cacher des bactéries. Et ça se voit encore moins sur les VA qui n'est pas translucide, mais ça ne se voit pas non plus, il faut le dire, sur les tétines en silicone. Donc, ne faites pas durer éternellement vos tétines, même si elles vous semblent en bon état, parce qu'elles peuvent, vous allez peut-être avoir du mal à nettoyer à l'intérieur, notamment les tétines qui sont très étroites, et retirer les bactéries qu'il peut y avoir dedans. Et c'est dommage de proposer des bactéries à ces enfants. Combien de fois il faut, tous les combien il faut changer du coup, Benjamin? La réglementation oblige d'écrire dans le mode d'emploi des tétines que tous les 3 mois, il faut changer la tétine. Maintenant, c'est pas une. Il ne se passe rien un jour, 3 mois et un jour. On est On a des d'accord. bébés qui nous les défoncent, les tétines, et qui nous les mordent et qui nous les mangent. Et donc, tous les 2 mois et demi, les parents Surtout les quand il y jettent. a la poussée dentaire. Ouais, avant même que les dents sortent d'ailleurs, parce que la Ouais. gêne, elle est sur les gencives. Avant que ça sorte, évidemment, ça pousse, ça appuie. Et puis les enfants, ça les gêne énormément, donc ils se font un peu les gencives dessus. On a parfois des Ouais. parents qui nous disent, ah, mon enfant, il a défoncé votre tétine, il n'a pas encore de dents, comment c'est possible? Bah oui, mais le pauvre petit, ou la pauvre petite, les gencives sont douloureuses, ça va sortir, c'est presque turgescent, et à ce moment-là, voilà, il faut appuyer dessus. Voilà, la norme impose d'écrire 3 mois maximum pour une tétine. Je sais qu'il y a des gens qui les gardent plus longtemps, c'est dommage, à mon avis. C'est une question d'hygiène pour bébé, il faut le changer. Ok. Les petits tips aussi, c'est quand la tétine se déforme ou devient colorée. Là, c'est vraiment qu'il est temps de changer. Ou quand vous notez aussi que le débit a changé. Parfois, l'orifice est un petit peu aussi modifié. Vous notez que votre enfant rôde plus alors qu'avant c'était ok. Bien repenser à regarder la tétine à ce niveau-là. Et j'ai une question du coup, sans trop sortir du sujet. On est d'accord, on n'a plus besoin de comment on l'appelle? Savon, de l'eau, non? C'est ça. Stérilisation à la première utilisation. D'accord. Et Et après, après, donc, sauf les tétines en caoutchouc, tu me diras, Benjamin, si je me trompe, les tétines peuvent se placer au lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle lave quand même à une température plus élevée qu'au robinet. Donc, ça fait office de stérilisation de temps en temps, c'est pas mal. Mais sinon, effectivement, en produit vaisselle, eau, ça suffit. Petit goupillon, parce que ça permet vraiment d'aller au fond. Et voilà. Alors, nous, le sein, on ne le lave pas à chaque fois hein, non plus. Quand on allait, on n'est pas là à se frotter le sein. Et puis, les enfants, ils ne vivent pas dans un univers stérile. C'est-à-dire qu'il arrive de mettre la main à la bouche, de toucher, etc. Exactement. Mais en tout cas, les premières semaines, si des parents décident d'utiliser tout de suite, il faut quand même avoir une certaine hygiène pour ne pas proposer anormalement, exagérément des bactéries à son enfant. Pour ce qui est du lave-vaisselle, alors là, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Chez nous, les biberons, vous pouvez les mettre 4 ans en lave-vaisselle, ils sortent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne prennent ni l'odeur ni la couleur et même le marquage ne s'en va pas. D'autres produits, notamment polypropylène, ça finit par s'effacer, s'estomper et même accrocher, adhérer. C'est-à-dire que le polypropylène est une matière qui est poreuse et donc à la fois elle libère, comme je disais tout à l'heure, des microplastiques dans le lait de bébé, mais elle absorbe aussi. Donc parfois les gens ils me disent j'ai beau laver mon biberon, il continue de sentir mauvais, c'est quand même pas très sympa. C'est pas que les gens ne sont pas propres, c'est que la matière est poreuse et qu'elle finit d'absorber. Ce n'est pas le cas du verre, sauf qu'évidemment le verre, il faut que ce soit les parents qui prennent le biberon
parce que si ça casse, ça devient dangereux pour l'enfant. Et on ne peut pas homologuer des biberons en inox ou en métal pour la simple raison que la norme oblige de voir les millilitres de lait qu'il y a à l'intérieur d'un biberon. Donc, un biberon qui est en pack n'est pas autorisé à la vente comme étant un biberon. Un enfant plus grand, c'est presque une gourde, ça ne pose pas de problème. Mais le lave-vaisselle, si le biberon peut bien résister, s'il ne s'abîme pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre ça au lave-vaisselle autant de fois que vous voulez, ça vieillira très bien. Tétine inclus, donc, en silicone. Je n'ai pas la réponse pour le caoutchouc. Je crois que ça finit par vraiment les abîmer. À la température, ils se déforment. Oui, je crois que ce n'est pas adapté pour le lave-vaisselle, le caoutchouc. Ouais. Biberon verre ou plastique, c'est une question de légèreté, de casse. C'est comme vous voulez, c'est selon vos principes aussi. Les biberons maintenant sont censés être aux normes, donc c'est-à-dire sans BPA, sans tout ça. Alors oui, alors là je me permets d'intervenir, c'est que la norme aujourd'hui, elle interdit le BPA, donc il n'y en a nulle part. Il n'y a aucun biberon quasiment dans le monde qui en contient. Seulement aujourd'hui, il y a des études sur le BPS, le BPF et le BPB, qui sont des substances qui inquiètent beaucoup, et la norme ne l'interdit pas encore. Par exemple, nous on vend nos biberons en Chine. En Chine, il y a des biberons au PPSU, qui est une matière un peu chocolatée, et ça libère du BPS. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aller un peu au-delà de la norme, puisque l'on a des études qui inquiètent. Vous savez, avant que le BPA soit interdit, il y avait des études qui inquiétaient sur le BPA, et puis du jour au lendemain, ça a été interdit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donner un biberon à son enfant, c'est prendre un biberon qui est BPA jusqu'à Z free. C'est-à-dire, il n'y a aucun BP, ni A, ni S, ni F, ni W, si on en trouve un demain. Et puis deuxièmement, en plastique, on essaye de faire que ce soit disons qu'en plastique, 95% le verre, s'ils sont en plastique, dans la majorité des cas, ils sont en polypropylène. Donc, le polypropylène, il faut bien vérifier ou demander au fabricant qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce qu'il ne contient pas. Donc, ça, à mon avis, c'est une question sur laquelle on doit aujourd'hui se poser la question. Je précise que l'étude qui a dit que les biberons en polypropylène libéraient jusqu'à 150 millions de microparticules plastiques est une étude très robuste aujourd'hui parce qu'elle est sortie par le magazine Nature qui fait référence dans le monde aujourd'hui. Par contre, ça ne dit pas si les microplastiques, c'est dangereux pour son enfant. Moi, je n'aurais pas envie de prendre ce risque d'avoir demain une étude qui dira que c'est dangereux. On nous pose souvent la question du match écologique entre le verre et le copolyester que nous utilisons. En réalité, le verre a ceci de très rassurant, c'est qu'on sait qu'il est vraiment inerte, et on le sait depuis longtemps, et qu'il est éternellement recyclable. C'est-à-dire qu'avec du verre, on peut demain refaire du verre, refaire du verre, refaire du verre. Sauf que ce qu'on oublie un peu de dire, c'est que la fabrication du verre ou le recyclage du verre consomme des fourneaux qui tournent à plus de 1200 degrés, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc la consommation énergétique qu'il faut pour proposer des produits en verre, c'est juste fou, c'est monstrueux. Versus des biberons au copolyester ou en polypropylène, où on monte à 250 degrés. Donc, il y a ce match sur l'écologie entre la recyclabilité de certains produits. Nous, nos biberons, ils sont recyclables, sauf la tétine. La tétine en silicone, on ne sait pas le recycler aujourd'hui. Tout le reste est recyclable à 100%. Et il y a donc… Mais par contre, aujourd'hui, mon biberon, s'il est recyclé, demain, il deviendra un stylo bic ou il deviendra peut-être des lunettes ou autre chose. Il ne redeviendra pas un biberon. Contrairement au verre qui peut demain redevenir du verre, redevenir du verre, redevenir du verre. Donc il y a ce match. C'est kiff-kiff, tu me diras. Donc. Eh ben, il y a d'un côté la recyclabilité presque perpétuelle du verre, mais qui consomme une quantité d'énergie qui est juste monstrueuse. Parce qu'entre 1200 degrés et 250 degrés, ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel la quantité d'énergie qu'il faut pour l'avoir. D'un autre côté, la recyclabilité de nos biberons, par exemple, elle peut se faire, mais ça ne redeviendra pas un biberon, ça redeviendra un autre objet du quotidien. Donc, mais sans aucun bisphénol. Voilà. Okay. Il y a un match écologique entre eux. En réalité, le plus écologique, c'est la maman. Il faut dire les choses comme elles sont. Le moins on produit de choses, le plus c'est écologique. Mais un biberon, ça a été quand même, dans le cas de ma femme et de notre couple à nous, ça a été quand même quelque chose qui a facilité la vie à tout le monde. Et puis moi, ça a été un moment super agréable de donner à manger à mes enfants. J'ai adoré ça. C'est vrai que c'est souvent un des motifs de transition à allaitement mixte parce que le papa a envie de s'impliquer dans l'alimentation de ses enfants. Moi, j'ai beaucoup, ce qu'a dit tout à l'heure Benjamin, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide quand on est trop fatigué, parce que forcément, quand on est trop fatigué, on sera moins disponible psychologiquement pour son bébé, et je pense que ça va être pareil, une histoire de cercle vicieux, le bébé va le sentir, il va pleurer, enfin voilà, on s'en sort jamais. Et par exemple, on se posait la question avec mon homme de ok, si je suis trop fatiguée la nuit, parce que forcément, s'il est allaité, il va prendre le sein la nuit et qu'il n'y a que moi qui se lève. Je l'ai vécu pour mes 2 premiers. Ouais. J'ai peut-être pas forcément envie de le revivre pour le 3e. Donc, si je suis trop fatiguée, et en plus, il y a d'autres enfants derrière, hein, c'est pas comme si j'en avais qu'un ou 2.
il y en a deux derrière. Si je suis trop fatiguée, bah, les questions s'est posée de est-ce qu'on passe pas à un allaitement mixte, justement, à introduire des biberons pour soulager la mère. Donc, l'allaitement, oui, mais ne pas s'oublier, ne pas se pousser à bout, s'écouter, quoi. C'est quand même, je pense, Ouais. très important. Écouter et puis échanger, discuter Ouais. avec le coparent, très important. Ça, c'est top. On avait plusieurs questions, on l'a évoqué au cours du live, mais les laits anticoliques qui peuvent, est-ce qu'il y a des laits anticoliques qui peuvent aider? Bien sûr, notamment Modilac, pour qui j'interviens ce soir, en propose une formule. Donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin, ça existe et ça peut soulager bien sûr les enfants quand voilà, vous avez changé l'eau, vous avez le bon biberon, vous avez essayé plusieurs températures d'eau et vous avez fait du portage. Et donc, ne pas hésiter à ce moment-là. Est-ce que Modilac n'a... Pardon. Petite question. Par contre, on peut changer de l'eau sans avoir forcément l'avis de son pédiatre. Ça, l'eau, Oui. on peut le tester soi-même si on voit. Oui. C'est moins grave, entre guillemets, de changer de l'eau que de changer de lait. Donc, n'hésitez pas à changer, voilà, à tester l'eau. Ça peut déjà être une première alternative. Une eau peu minéralisée, comme l'eau Monroku, par exemple, étant donné que les laits sont complémentés en minéraux, donc pas trop en rajouter. Mais du coup, l'eau n'a pas besoin d'être demandée par le pédiatre. Donc, peut-être commencer par ça avant de changer de lait. En fait, par rapport au lait, il n'y a rien d'interdit. Certains parents, ils vont pas avoir accès à des conseils médicaux et ils vont le changer d'eux-mêmes, Ouais. c'est l'instinct. C'est comme ça. Mais c'est vrai que nous, pros de la santé, on préfère au niveau du suivi de l'enfant et des parents, par la même occasion, d'avoir cet œil sur son évolution au niveau de son poids, qu'est-ce qu'on a déjà essayé comme lait, qu'est-ce qu'on va peut-être essayer, à quelle date on l'a changé, et ça permet d'être rassuré, épaulé dans le choix, parce que certains parents parfois culpabilisent d'avoir changé sans un avis, etc. Mais bon, on fait avec aussi, hein, on ne va pas envoyer les gendarmes chez les gens, enfin voilà, hein, tout le monde est libre de faire aussi mais c'est mieux, voilà. ce qu'il veut, mais c'est mieux, voilà. Est-ce que Modilac n'a pas sorti un lait avec une protéine spéciale qui est justement une protéine végétale, je crois, non? Il y a pas, ils n'ont pas fait un test avec un truc assez, assez haut de gamme? Alors, je t'avoue que moi, ils m'en ont pas parlé. Ah, bah Mais d'accord. Je reposerai la question à Modilac. peut-être Non, mais je crois qu'ils reposer font la ça. question, mais en tout cas, ils ont la formule au lait de riz. Ils ont commencé sur le marché des laits par ce lait spécifique pour les problématiques régurgitation et intolérance aux protéines de lait de vache. C'est comme ça qu'ils se sont lancés, il me semble, dans l'histoire. Et après, bien sûr, ils ont développé les laits classiques et donc les laits formules voilà, pour le confort digestif, notamment anticolique. Peut-être que c'est celle-ci. Souriez, vous êtes filmé. Mais comment elle fait Daniela pour filmer en même temps qu'elle regarde elle est bien équipée, elle a deux téléphones, elle a de la chance. Donc, oui, c'est la lactoferrine. Ok, top, c'est ça. Parfait. C'est bien, on a des petites aides. J'ai vu passer une question sur le RGO. Est-ce que tu peux en dire deux mots pour faire le distinguo peut-être entre... Parce qu'évidemment, quand le bébé il pleure et qu'il régurgite et ça, on ne sait jamais trop qu'est-ce qui est quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots? Oui, je vais bien redire. Donc, en fait, le reflux, alors, il y a le reflux, le RGO, c'est reflux gastro-œsophagien. C'est le fait mécaniquement que l'enfant, donc le contenu gastrique, se retrouve dans l'œsophage. Donc, c'est un contenu acide prédigéré, le lait mélangé à l'acide contenu dans l'estomac, qui remonte dans l'œsophage et qui, à force de remonter chez les bébés pour qui ça arrive quotidiennement, peut créer une inflammation et donc un inconfort au moment des remontées acides. Donc, c'est comme ça que s'installe un petit peu parfois une pathologie qui s'appelle l'œsophagite, l'inflammation de l'œsophage. Et donc, parfois, il va falloir mettre en place des traitements, protecteurs gastriques, etc., pour essayer de limiter et réconforter le bébé. En complément du portage, du lait épaissi, voilà, pour aider au maximum l'enfant. On peut aussi bien penser, souvent les parents ont un petit peu peur de faire ça, mais croyez-moi, ça les aide beaucoup de leur proposer la position sur le ventre quand ils sont éveillés. Donc, soit sur le tapis de change, soit sur un tapis d'éveil, c'est-à-dire qu'ils ont mangé, vous avez pris le temps de faire le rot, mais parce que le bébé s'automasse quand il est sur le ventre
Ouais. T'as peut-être enfin, vous avez sûrement constaté, voilà, ils bougent les pieds, ils se redressent comme ça à l'aide de leurs deux mains. Et ça permet vraiment d'étirer l'œsophage, le cou, et donc de se libérer aussi de tous ces gaz. Les ostéopathes le conseillent. Et d'ailleurs, si vous êtes perdu, s'il y a des pleurs au moment où Ça va votre le enfant dire. est allongé, si dès que vous le mettez dans le cosy, la nacelle, il n'est pas bien, n'hésitez pas à aller faire un check-up chez un ostéopathe Ouais. spécialisé en périnatalité, donc qui a déjà manipulé sur les enfants. C'est pas du tout du cracking hein, chez les enfants, c'est très doux. Et ça permet de libérer certaines tensions peut-être, ou quelques mots comme la position de l'estomac, réajuster, enfin en faisant des pressions douces. Même Ça, pour c'est les vraiment coliques. ce que je conseille. Ouais. Même de le faire.